tribunal de grande instance de Pointe-Noire, procureur près le tribunal pour enfants. Nous la recevons dans le moment de partage pour nous partager son expérience. Alors bonjour Madame Jessica Valérie Mouboma, vous êtes substitut du procureur de la République près le tribunal pour enfants. Substitut procureur de la République et procureur près le tribunal pour enfants. Le plaisir est pour moi de vous recevoir dans ce studio 50 de Luxe FM dans l'émission Moment de partage. Une émission au cours de laquelle nous recevons des personnes qui nous sont chères pour nous partager leur expérience, leurs témoignages. Et nous vous recevons. D'abord, vous êtes substitut du procureur de la République et procureur près le tribunal pour enfants. Alors, Madame Jessica, vous avez fait droit. Oui. Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Est-ce que ça a été un choix volontaire ou une recommandation? C'est une très très belle question. En réalité, il faut le dire, ma mère a fait du droit. Ma mère était magistrate. Elle est à la retraite aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle a toujours été un modèle pour moi. J'ai envie de dire, sur ce coup-là, mon papa n'a pas été très très efficace parce que m'ont mis avec lui au travail souvent. Et c'est particulier quand même. Voilà. Et ma mère m'a mis avec elle aussi. Mais voilà, j'ai eu un peu plus. C'est avant que vous n'alliez à l'école? Avant même que j'aille à l'école, oui. C'est, je crois que les jours où on venait me chercher à la maternelle, quand il y avait personne pour me garder, donc j'étais avec un d'eux au travail. Mais ma maman, elle a été, je crois, beaucoup plus efficace sur ce coup-là parce qu'elle raconte que je devais avoir 4 ans quand je lui ai dit que moi aussi je porterais la toge. Donc je crois qu'il y a eu cette influence naturelle. Mais voilà, après c'était vraiment un choix. Je pense que c'est une vocation parce que j'aime toujours dire que je fais partie des personnes qui vont travailler mais qui le font avec plaisir. Avec le cœur, oui, exactement. Quelles ont été vos difficultés sur votre parcours scolaire? Alors, les difficultés, c'était l'école au Congo, tout simplement. Vous savez, quand on va à l'université ici, il y a énormément d'étudiants. Il faut se lever très tôt pour pouvoir avoir de la place. Ça, c'était difficile, honnêtement. Surtout en faculté de droit. Surtout en faculté de droit, oui, ça c'était compliqué. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, j'y suis arrivé parce que je voulais y arriver. À un moment donné, j'ai eu un doute parce que j'avais pour plaisir à faire certains exercices d'éloquence. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut que j'aille du côté du barreau. Mais non, voilà. 4 ans, je voulais porter la toge noire là, mais pour être du côté des décisions. Et voilà, j'ai choisi de devenir magistrat. Donc, oui, les principales difficultés, ce sont les conditions au Congo, mais avec de la volonté. Alors, pour aider ceux qui nous suivent, vous êtes substitut du procureur de la République. Alors, comment ça se passe s'il y a un élève ou une élève qui nous suit et qui veut être substitut du procureur de la République, comment peut-il faire? Il suffit de faire des études de droit, il suffit ensuite d'aller à l'école nationale d'administration et de magistrature qui est là, l'ENAM, qui forme. Et puis après, nous sommes nommés. En fait, ce sont des nominations. On choisit ceux qui vont au siège et ceux qui vont au parquet. Moi, je suis parmi ceux qui ont été au parquet, mais après, ça peut bouger. Hein. Vous savez, il y en a qui commencent au parquet, qui finissent au siège, tout comme il y en a qui sont au siège, qui viennent au parquet. Mais c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de travail. Vous savez, les études de droit, ça ne s'arrête pas. On continue à apprendre, il faut se remettre en question chaque fois. On va se dire, bon, ça y est, c'est bon, j'ai réussi à tenir une job, donc ça y est, je suis arrivé. Non, pas du tout. Chaque jour, c'est un travail de remise en question. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de la volonté. Ensuite, il faut vraiment prendre le temps de s'exercer justement à l'art de la parole. C'est ça la force du parquet, parce qu'au parquet, on parle. Vous savez, le magistrat du parquet, c'est le magistrat qui est debout. Contrairement au siège où on écrit beaucoup, on écrit plus, parce que c'est vrai que le parquet écrit aussi, hein, quand il faut rédiger des règlements définitifs, mais on parle beaucoup. Donc, vous voyez, le magistrat debout, c'est celui qui s'exprime. Donc voilà, il faut... Il y a du verbe. Il y a du verbe. Il faut prendre vraiment le temps de travailler cela. Ça se travaille, on ne naît pas avec. Hein. Après, bon, c'est pas que Dieu peut donner les dons à chacun, mais il y a en plus le travail avec de la volonté. On y arrive. Et puis bon, que dire de plus si ce n'est le travail, la volonté, aimer ce qu'on fait. Et une fois qu'on aime ce qu'on fait, on trouve des formules pour le faire bien. Alors vous êtes jeune et à mon humble avis, les études de droit, c'est plusieurs années? Oui, cela dépend. Pour faire un master, c'est 5 années à la fac de droit. Voilà. Et puis il y en a qui continuent, il y en a qui soutiennent des thèses, donc ça peut aller jusqu'à 8 ans. Maintenant après, on peut commencer par s'arrêter au master, commencer à travailler et puis s'inscrire sur une thèse progressivement. On a le temps de le faire. Mais comme je dis encore une fois, c'est de la volonté, du travail et surtout il faut aimer ce qu'on fait. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué. Vous savez, le magistrat du parquet, j'aime bien le dire, c'est un peu comme le triage à l'hôpital. Les personnes arrivent d'abord devant nous et puis après
nous les orientons peut-être devant un juge d'instruction, peut-être directement devant la juridiction de jugement. Mais voilà, il faut recevoir les personnes, il faut les écouter. Vous savez, on devient un peu comme une éponge, on absorbe et il faut orienter. Donc vous voyez que ce sont des qualités qu'il faut développer avec le temps, prendre le temps d'écouter. Absolument. Il faut prendre le temps d'écouter pour savoir comment orienter efficacement pour que la personne ait la solution qu'il faut. Et voilà, c'est un exercice, j'ai envie de dire, qu'on fait au quotidien. Voilà, chaque fois, il y a cette remise en question-là. Et chaque cas n'est pas pareil. On peut se dire, bon, après 2, 3, 5, 10 ans d'expérience, peut-être que bon, je connais l'escroquerie. Mais non, chaque cas est spécifique et chaque cas demande du temps, de l'analyse pour pouvoir trouver la solution efficace. Alors actuellement, vous travaillez au tribunal de grande instance. Oui. Partagez-nous votre quotidien. Mon quotidien. Vous savez que depuis 2018, donc, je suis la représentante du parquet au tribunal pour enfants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes fonctions que j'ai en tant que substitut procureur de la République, je les fais spécifiquement au tribunal pour enfants. J'ai envie de dire que c'est la responsabilité que mes chefs m'ont donnée, surtout au regard de mon engagement associatif auprès des femmes et des enfants. Alors, on arrive au temps, évidemment, il y a toujours beaucoup de travail. J'ai envie de dire, on passe le temps de rédaction des règlements définitifs au quotidien. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est traiter les courriers. Tous ceux qui nous saisissent par plainte ou par dénonciation, on les traite et on oriente. Évidemment, il y a des personnes qui demandent à nous rencontrer directement. J'aime bien dire que le magistrat du parquet est le plus accessible. Donc voilà, nous recevons des gens. Sa porte est ouverte. Voilà, tout le monde. Donc chaque fois, voilà, nous avons des personnes qui viennent. Moi, comme évidemment en plus, j'ai cette fonction du tribunal pour enfants, donc je reçois beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants, voilà, beaucoup de papas qui ne donnent pas toujours des conseils alimentaires. Voilà, c'est ça. Beaucoup de mamans qui se plaignent, beaucoup de parents qui veulent le droit de visite. C'est vraiment ça mon quotidien. Et puis, vous savez, mon engagement associatif fait que je reçois aussi plusieurs personnes victimes de violences sexuelles, particulièrement de violences dans la famille. Et bon, j'ai la chance d'avoir un chef qui m'a vraiment chargé de m'occuper de ces questions-là. Et encore une fois, je vous dis, je le fais avec le cœur parce que c'est vraiment... C'est ta vocation. C'est ma vocation. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça mon quotidien et ainsi de suite. On essaie d'avancer comme ça chaque fois. Alors de tous les cas que vous recevez de votre fils, quel est le cas qui vous a le plus choqué, le cas qui vous a le plus fait mal? Ah là là, j'en ai beaucoup des comme ça. Mine de rien, oui, je vais vous raconter une journée particulière parce que cette journée-là, j'en ai pleuré. C'était la première fois. Voilà, qu'à la fin d'un moment, je suis allé voir une copine et une collègue en fait et j'en ai pleuré. Ce matin-là, j'arrive à mon bureau et je reçois une jeune fille de 5 ans qui avait été violée. Elle est venue toute seule au Non, tribunal? non, absolument pas, bien sûr. Elle est venue avec sa maman. Oui, voilà. Elle avait été violée par son oncle. J'avais trouvé ça horrible, évidemment. Déjà, un cas de viol, c'est grave. En plus, un cas de viol sur un enfant, c'est grave. Un cas de viol par un membre de la famille, voilà. Donc ça, c'est catastrophique. Donc j'ai reçu ce cas-là le matin. Évidemment, j'ai orienté devant un juge d'instruction. Ensuite, le même jour, j'ai été saisi en tant que substitut procureur, en tant que président du groupe de réflexion, de 2 cas de ce qu'on appelle aujourd'hui féminicide. C'est 2 femmes qui étaient mortes sur les coups de leurs compagnons. La première, elle était mariée légalement. La deuxième, elle vivait en couple. Voilà, c'est le même jour. Ensuite, j'ai dû faire une visite dans un commissariat. Quand j'arrive au commissariat, je parle avec le chef du commissariat et je lui dis que voilà, cette journée, je vais recevoir 2 cas. Il me fait, mais madame Tokara, là, nous sommes sur une procédure pour un 3e cas. Cette dame a été frappée par son compagnon, qui était déjà très très violent avec elle. Et elle avait eu la force de partir de cette maison pour aller vers ses parents. Et ses parents lui avaient demandé de repartir à la maison. Et c'était pour les 3 jours en fait. Sa maman ne s'est encore ramenée chez son compagnon. Le compagnon l'a frappé et voilà, dans les 3 jours qui suivaient, il était décédé. Et là, j'étais en mode, oh là là, cette journée est difficile. Et quand je rentre au bureau, je fais la rencontre d'une veuve qui m'attendait. Et cette veuve, pareil, elle avait perdu son seul fils et elle avait perdu son mari. Et la famille de son mari avait trouvé moyen de la mettre dehors et de la priver de tout. Non, mais je vous assure, vous savez, j'ai entendu tout ça et j'en ai pleuré. Parce que je me suis dit, c'est horrible quand même, l'être humain peut être méchant. Une journée comme celle-là, c'était pénible. Mais bon, Journée chargée d'affaires. ah là là, c'était, voilà, ça c'est... Vous avez une bonne dose. Ah là là, ce jour-là c'était compliqué, je vous promets, j'en ai pleuré, j'ai pas honte de le dire, parce qu'après tout on reste humain. Mais bon, voilà, après, évidemment, il faut faire preuve de courage pour pouvoir aider et accompagner. Je suis d'ailleurs contente parce que cette veuve, nous sommes en train de l'accompagner. Les procédures sont en cours, il y a un avocat qui travaille avec nous en tant qu'association qui est justement en train de s'occuper de son cas. On a réussi à avoir les premières décisions parce qu'elle s'occupe de ses petits-fils, donc son unique fils avait laissé 2 enfants, donc on a réussi à mettre les enfants sous sa tutelle. Voilà, les procédures sont en cours, mais je peux vous assurer que c'est pas toujours évident. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vont à l'école
sont en phase peut-être, c'est vrai que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, mais qui réfléchissent encore sur leur orientation. Est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui de suivre le même chemin que vous? Écoutez, si ces personnes veulent suivre le même, il faut vraiment le vouloir. Faut pas le faire parce qu'on vous oblige. Vous savez, quand on est obligé de faire quelque chose, on le fait avec le cœur. J'ai envie de dire, c'est pareil pour tout, que ce soit dans la magistrature, que ce soit dans la médecine. Surtout des métiers comme ceux-là où on gère les vies des gens, il faut vraiment avoir de la volonté. Donc j'encourage les jeunes à faire aujourd'hui, c'est de vraiment développer leurs envies, en fait, de savoir clairement ce qu'ils veulent. Et j'encourage les parents aussi, vous savez, à écouter les enfants. Vous savez, donc au tribunal pour enfants, moi je parle beaucoup de la loi Potignan, la loi 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant République du Congo, où on dit que les enfants ont le droit à la liberté d'expression. Aux parents, parlez avec vos enfants, demandez-leur clairement ce qu'ils veulent. Ne leur dites pas, moi je veux que tu deviennes ça. C'est la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai dit à ma maman, je veux cette robe noire et Elle vous a accompagné dans ce que je voulais. C'est la chance que j'ai eue et j'encourage les parents à faire comme ça. Mais elle est encore vivante maintenant? Oui, elle est vivante, elle est là, à ma force, vraiment. Oui, c'est ça, j'encourage les parents à faire comme ça, à écouter leurs enfants et à les orienter. Moi, je le dis chaque fois, c'est pas parce que c'est vous, mais j'aime beaucoup travailler avec l'XTV. J'ai la chance de vous rencontrer, des journalistes professionnels, mais j'imagine que c'est parce que vous aimez ça. Exactement. Vous aimez tellement ça que vous réfléchissez à des programmes. Moi, je suis toujours très contente quand je reçois des invitations de l'XTV parce que c'est toujours bien. Tu peux le témoigner? Voilà, c'est toujours bien cadré, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait. Vous êtes à la pointe des journées internationales, j'ai la chance de vous avoir chaque fois lors des journées internationales, mais c'est parce qu'à la base vous aimez la chose, et vous avez une vision et vous savez ce que vous voulez. Et on avance avec cette vision. Exactement. Mais si on n'a pas, c'est compliqué. Quand on est obligé de faire des choses, c'est compliqué. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait, encourager les enfants à sortir leur potentiel. Et du coup, ils feront les choses bien. J'ai envie de dire, ouais, quand on fait les choses bien, on peut créer un groupe de réflexion où on joint nos études de droit et l'envie d'aider les personnes. Alors je voulais revenir un instant sur votre quotidien. Est-ce que ceux qui viennent porter plainte, ceux qui viennent vous voir parce qu'ils ont été battus, parce qu'ils ont été privés de ceci ou de cela, trouvent-ils gain de cause? Sans prétention aucune, mais parce que j'ai envie de dire... Parce qu'ils ont frappé à la bonne porte? Oui, bien sûr, et parce que nous faisons ce qu'il faut pour appliquer les textes de loi. J'ai envie de dire, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est pas très très compliqué? Oui, on peut se permettre de dire ça. On sait que les coups et blessures volontaires sont prévus et punis par la loi. Quand une femme vient, quand un enfant vient, quand une personne, même parce qu'il y a des hommes qui se font frapper aussi, quand une personne vient au tribunal pour dire, moi j'ai été frappé, il suffit de constater que la personne a été frappée, il suffit de constater qu'il y a un certificat médical, tout simplement. Et la preuve généralement des coups, c'est par un certificat médical qui constate une incapacité. Il y en a qui nous mettent des photos avec la preuve des blessures et tout. Et puis il suffit d'appliquer les articles 311, 309 du code pénal et puis 112 dans la loi Potignan où on frappe volontairement un enfant. On applique, donc oui, les personnes trouvent gain de cause. Maintenant, il faut reconnaître que, vous savez, les procédures ne sont pas toujours rapides. Cela dépend. Par exemple, quand je parle de coups et blessures volontaires, vous savez, ce sont des délits et nous avons 3 chambres correctionnelles ici à Pointe-Noire, donc nous avons des audiences lundi, jeudi et vendredi chaque semaine. Donc ça peut aller plus vite. Mais comme nous parlons de viol, comme nous parlons par exemple de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, comme nous parlons de coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d'un œil, par exemple, là ce sont des affaires criminelles, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais j'ai encore envie de rassurer les personnes en disant, chaque fois que le tribunal est saisi, chaque fois que l'action publique est mise en mouvement, donc une plainte a été déposée et que la machine fonctionne, il y aura toujours une solution, il y aura toujours une décision de justice. Donc c'est vrai, parfois les personnes veulent des résultats là, maintenant, tout de suite. Voilà, il suffit d'être un peu patient et il y aura des décisions. La preuve, c'est que quand nous avons des sessions criminelles, les affaires de viol sont jugées. Et vous savez, on a une prescription de 10 ans. Sont condamnés. Voilà, les coupables sont condamnés, même quand ils ont disparu, parce que c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Quand une personne a bénéficié d'une mise en liberté provisoire, parce que la loi prévoit que la mise en liberté provisoire est une mesure, si la personne ne se présente pas, elle est jugée par défaut ou par contumace. Ça veut dire qu'elle n'est pas là, mais elle est condamnée quand même. Dans quelque soit le moment, elle vivra cette condamnation. Donc vraiment, soyez rassurés, faites-nous confiance, parce que la solution, elle est là, en fait. Elle est seulement au niveau des textes de loi et de leur application. Alors, est-ce que vous pouvez nous réitérer votre engagement, votre amour envers ceux qui ont besoin du soutien de la justice? Oui, allez-y. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je préside le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. Ce n'est que la suite de ce que je fais
fait dans un cadre professionnel au tribunal, mais dans un cadre un peu plus large à l'extérieur. Parce que, au final, la finalité du but du groupe de réflexion, c'est de pouvoir donner l'information aux personnes et que ces personnes viennent chercher les solutions au niveau du tribunal. Comme je dis là encore, c'est vraiment un engagement parce qu'on se dit, surtout envers les femmes et les enfants qui sont les personnes les plus vulnérables, c'est de se dire, voilà, c'est bien que ces personnes aient l'information. On dit, nul n'est censé ignorer la loi, hein. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans ce cadre-là que, avec le groupe de réflexion, avec nos équipes, nous faisons de la sensibilisation sur les textes de loi, nous faisons de la sensibilisation sur les difficultés d'application. Vous savez, nous avons des textes avec nous en mars dernier, comme nous avons parlé de nos textes de loi qui laissent passer des violences envers les femmes. Nous faisons énormément de sensibilisation de façon à ce que les décideurs entendent et que l'on modifie nos textes pour une protection beaucoup plus efficace des personnes. Alors Madame Jessica Valérie Momoni-Goma, merci. Merci à vous, un vrai plaisir d'être avec vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission Moment de partage pour nous partager votre expérience quotidienne. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Vous avez été nombreux à la suivre. Restez sur la 92.5 FM. De toute façon, vous ne vous sentirez pas mieux ailleurs. Au revoir. Douloureuse, pathétique, mélancolique, vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Mon mot de partage. Mon mot de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamonko.